Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence gratuite sur la chaîne Soneva Organisation. Je suis Estelle Galparoli et aujourd'hui j'ai le plaisir d'inviter Armelle Six. Bonjour Armelle. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Nous allons parler de la perte d'un être cher. Comment reprendre goût à la vie après la perte d'un être cher quand le deuil est source de vie? Merci beaucoup Armelle d'avoir accepté de nous apporter ton témoignage et merci à vous tous qui nous suivez en direct aujourd'hui. Je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions par écrit sur le chat que vous voyez s'afficher à droite de la vidéo. Nous y répondrons en fin d'entrevue selon le temps dont nous disposons. Alors Armelle, tu es auteure et conférencière. Oui. Tu es alors basée en France, mais tu as beaucoup voyagé et tu enseignes à travers le monde en anglais, en français, la présence, être dans l'instant présent. Tout émane de la présence, hein, donc c'est très important. Et j'ai adoré tes vidéos et c'est grâce au film dont tu fais partie, qui s'appelle « Et je choisis de vivre », qui est en cours de réalisation, que cette rencontre a été possible. On en parlera à la fin de la conférence. Armelle, tu vas peut-être nous parler de ton expérience personnelle qui a fait que ta vie a basculé et qui t'a ouvert tout un nouveau champ de possibles. Quel est l'événement qui, pour toi, t'a ouvert t'a amené à une certaine renaissance? Donc moi, il y a 16 ans, donc quelques jours, ça fera 16 ans que mon fils est décédé. Et donc c'était assez brutal puisqu'il est parti en 5 jours. Il a fait une gastro-entérite. Le soir même, le médecin est venu. Le lendemain, ça n'allait pas bien. Et comme toutes les mamans peut-être peuvent vivre ça, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grave qui se passait que ce que les médecins me disaient. Mais j'étais pas habituée à écouter mes intuitions. Je savais même pas ce que c'était une intuition à l'époque. Donc moi j'avais appris à écouter l'autorité, et puis l'autorité c'était les médecins et pas m'écouter moi. Et donc j'ai vraiment fait confiance au fait que les médecins étaient assez confiants. Et puis au fur et à mesure de la journée, j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, fin de journée, finalement, après un coup de fil d'un de mes collègues qui me demandait comment j'allais, j'ai pris mon fils et je suis partie aux urgences directement. Et en partant, son papa est rentré, donc on est partis ensemble. Et là, ça a été vraiment la dégringolade parce qu'en quelques heures, ils ont fait plein d'examens, ils n'ont rien trouvé. Donc, il a été emmené dans un autre hôpital, un hôpital spécialisé pour les enfants. Et pendant le trajet, en fait, il est tombé, juste avant qu'il parte, il est tombé dans le coma et il n'a plus jamais repris connaissance. Donc, ça s'est vraiment arrêté assez brutalement. Et puis pendant les 5 jours où on était à l'hôpital à attendre les diagnostics, de savoir ce qui allait se passer. Pour moi, tant que mon fils était entre la vie et la mort, j'avais l'impression de mourir avec lui. En fait, je n'arrivais plus à m'autoriser à vivre. Je mangeais plus, je dormais plus. J'avais vraiment cette sensation que tant que lui était entre la vie et la mort, j'avais pas le droit de vivre moi. Et donc c'était assez intense comme expérience. Et puis après 5 jours, on a été appelé dans le bureau de la doctoresse en chef, qui nous a dit qu'il n'y avait plus rien à faire et quand on se sentirait prêt, on devait prendre la décision d'arrêter les machines. Ce qu'on a fait. Dans les heures qui ont suivi, on a appelé toute la famille, on a appelé tout le monde, on a fait un petit rituel, une petite cérémonie pour que chacun ait l'opportunité de venir lui dire au revoir, lui parler. Et puis les doctoresses, les infirmières là-bas ont été fabuleuses. Elles nous ont installé mon fils dans mes bras, dans les bras de mon compagnon. Et puis le moment venu, ils nous ont dit bon ben voilà, ça va se passer comme ça. Quand on va débrancher les machines, le corps va devenir tout dur parce qu'il n'y aura plus d'air, il n'y aura plus de respiration. Et puis voilà, dans les minutes qui suivaient, c'est ce qui s'est passé. Et autant le choc d'apprendre qu'il n'y avait plus rien à faire était dur et puis ça hurlait en moi et c'était un grand non. Autant le moment de débrancher les machines, il n'y avait plus rien en fait. Il n'y avait même plus de larmes, il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus de cris. C'était vraiment la sidération, quoi. C'était le grand silence à l'intérieur de moi. Il n'y a plus de mots, mais parce qu'il y a
pas de mots pour décrire ce qu'on peut vivre dans un moment pareil. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu dans le fait de devoir arrêter la vie de mon fils quelque part, même si, en effet, il m'était dit que il vivait uniquement avec les machines, donc c'était pas la vie naturelle, mais quand même, c'était la vie s'arrête. Et donc, ce qui a été très difficile pour moi, c'est que, enfin, ce que j'ai vraiment vécu et ce que je dis souvent, c'est que la mère qui est rentrée à l'hôpital n'en est jamais ressortie. Et que pour moi, je suis vraiment morte avec lui, en fait, là-bas. Celle que j'étais en relation avec lui n'est jamais ressortie de l'hôpital. Et ça a été une perte totale de repères, une perte totale identitaire aussi. Très vite après, dans les jours et les semaines qui ont suivi, pour moi, c'était très fort. Ça, je savais plus qui j'étais. J'étais plus une mère parce que j'avais qu'un enfant, donc ma logique c'était, c'est lui qui m'a fait mère, donc je suis plus mère. Et j'étais plus une ado, même si j'étais jeune. Et je savais pas ce que c'était être une femme. Et comme toute identité, pour moi, elle était basée sur les rôles qu'on avait. Je savais pas qui j'étais. Donc ça, c'était vraiment une grande brèche quelque part qui s'est ouverte en moi. De même que faire face au vide et à l'intensité de la souffrance, je n'ai jamais fait face à une intensité de souffrance pareille. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un abandon qui se vivait. Et même le mot abandon n'est pas vraiment correct parce que c'est pas que je choisissais de m'abandonner, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autre choix en fait. Il y avait la tristesse, les pleurs, la colère, enfin tout qui se mélangeait et qui se vivait. Mais il y avait aussi la vie qui s'ouvrait en moi. Il y avait aussi quelque chose qui s'ouvrait en moi. Et dans les semaines qui suivaient, de plus en plus une envie de vivre. Et je vivais les deux en parallèle. Je vivais autant de l'intensité de la souffrance et la vie qui se réveillait en moi. Et après 3 mois, en fait, j'ai tout quitté parce que j'ai vraiment senti que si je restais, je mourrais. Je sentais que le contexte dans lequel j'étais, ce qui se vivait, la relation avec mon compagnon, je sentais que c'était pas, enfin voilà, c'était pas porteur. Pour moi, ça ne m'aidait pas là où j'étais. J'avais l'impression que si je restais, j'allais m'enfoncer dans quelque chose pour lequel j'avais pas la capacité. Et surtout, il y avait la vie qui poussait et qui voulait vivre. J'avais l'impression, quand je me baladais en ville, parce que j'étais dans une petite ville, quand j'allais au supermarché ou même dans ma famille, que j'étais plus qu'une mère qui avait perdu un enfant. Et puis moi, je me sentais pas comme ça à l'intérieur. Oui, je me sentais aussi comme ça, mais je sentais aussi la vie qui voulait vivre. Et donc j'avais l'impression de vivre encore, d'exister encore. Et c'était presque comme si le poids d'être vue comme ça m'empêchait de vivre encore. Et donc très vite pour moi, ça a été... oui, ça a été une question de vie ou de mort. Et j'avais cette impression que je ne vivais pas celle que j'étais au plus profond de moi. Il y avait une autre vie qui m'attendait, même si je ne savais rien de tout ce que ça voulait dire. Si j'avais pas du tout de contexte spirituel ou contexte plus large pour comprendre, il y avait juste cette voix, c'est ce sentiment intérieur qui se réveillait, qui se révélait en moi. Et donc, je me suis mise à le suivre. J'ai tout quitté et ma vie a complètement changé. Est-ce que tu as l'impression que c'est cet appel de l'âme et d'autre part ta personnalité qui t'amenait à vivre une dualité? Est-ce que tu as ressenti ça comme un appel de l'âme? Mais pas à l'époque parce que je connaissais vraiment rien de tout ça. Mais aujourd'hui, je peux vraiment te dire oui, c'est carrément ça, bien sûr. Et j'ai l'impression d'ailleurs que ces épreuves intenses qu'on traverse ou la souffrance qu'on peut vivre dans nos vies, c'est un peu comme si c'est la vie qui vient nous réaligner avec ce pourquoi on est véritablement venu, et comme si on a pris un chemin de traverse, comme ça on a peut-être pris un détour, et puis au travers de cette épreuve, c'est comme si ça vient frapper à la porte et nous dire attends, là c'est pas ça, c'est pas là ta vie, toi c'est ailleurs. Et moi c'est vraiment ça que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'était ça, c'était il y a une autre vie pour toi, et je savais pas ce que ça voulait dire. Et donc oui, de plus en plus, ça m'a vraiment reconnecté à moi. Et mon expérience des années qui ont suivi, ça a été de plus en plus une écoute de moi-même, une écoute intérieure. Et donc à l'époque, je disais l'écoute de mon cœur, et donc ça élargissait ma zone de confort petit à petit, très doucement d'ailleurs. Et puis de plus en plus, j'ai vraiment senti quelque chose un peu de schizophrénique comme ça en moi, dans le sens où j'avais un pied dans le monde, à quand même encore être un peu comme tout le monde, et puis j'avais un pied où je suivais mon cœur, et j'avais l'impression que je pouvais plus vivre de compromis. Et puis il fut un temps où je suis allée au Québec, et quand j'ai été au Québec,
Ce voyage a changé ma vie parce que j'étais assise place des Arts à Montréal, en plein milieu du festival du film francophone, fin août, début septembre. Et c'était un jour, waouh, la lumière était splendide, enfin, c'était magnifique. Et j'étais assise sur un banc, on me demandait quel film j'allais aller voir, et puis soudainement, tout s'est arrêté. Le temps s'est arrêté, il y a eu un grand silence. Et puis j'avais l'impression d'être à la maison. J'en avais presque les larmes aux yeux tellement c'était fort. Je comprenais pas ce qui se passait. C'était vraiment immense comme expérience. Et ça a vraiment tout changé parce que dans les années qui ont suivi, ce sentiment, je savais pas non plus ce que c'était à l'époque. J'avais pas d'expérience de tout ça. Donc, je croyais il fallait que j'aille vivre au Québec parce que c'était tellement fort ce sentiment de vivre à la maison, de me sentir à la maison. Et puis, dans les années qui ont suivi, dès que je me sentais un peu coincée en Belgique ou quoi, je faisais mon sac à dos, je prenais une pause dans mon job et je partais au Québec et j'allais voyager. Et donc je nourrissais vraiment ça, ce sentiment d'être à la maison comme ça, qu'aujourd'hui je pourrais appeler la présence. Et, ça a été magnifique pour moi. Et jusqu'à ce que j'aille vivre. Et là, ça a vraiment été un grand changement dans ma vie parce qu'après une année au Québec à prendre juste du temps pour moi et juste m'écouter et encore vivre d'autres expériences assez profondes comme ça où de nouveau tout s'arrête et puis j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'ouvre et tout est un en fait, il n'y a plus rien d'autre. Je regarde le ciel et les étoiles sont là et j'ai l'impression qu'il n'y a personne d'absent, que tous nos ancêtres sont là dans ce moment, tout le monde est réuni, tout est réuni, il n'y a rien d'autre que la plénitude de l'univers tout entier, de tout ce qui s'est toujours passé. Et ces expériences ont continué et après ça, ça a vraiment été, j'avais ce sentiment, si je suis mon cœur à 100%, la vie me donnera absolument tout ce dont j'ai toujours rêvé. Et dans les mois qui ont suivi mon retour en Belgique, après un an au Québec, eh bien, j'ai tout lâché. Je suis partie aux États-Unis. J'ai rencontré des gens qui vivaient dans une communauté spirituelle. Et voilà, j'ai tout lâché. Je suis partie. Et en effet, après, dans les 5 années qui ont suivi, 5, 6, j'ai plus travaillé, j'avais plus d'argent, rien du tout. Et tout m'était offert tout le temps. J'ai jamais autant voyagé que pendant ces années-là. J'ai eu du temps pour méditer, pour contempler, pour regarder tout ce qui se vivait en moi, pour passer du temps en faisant du bénévolat, en étant au service de la vie, en apprenant à écouter cette voix intérieure comme le guide, la sagesse de tout ce que je pouvais vivre, de tout ce qui se vivait en moi. Et ça a été magnifique. Et puis là, ça fait depuis 4 ans maintenant, 4-5 ans que je partage tout ça, en effet, un peu partout où je suis invitée. Et donc pour moi, la mort de mon fils, c'est vraiment ça, c'est que tous les deux, on s'est donné naissance en mourant. Il m'a donné naissance à une partie de moi que je connaissais intuitivement, mais que je ne connaissais pas en fait. Et toutes ces années, ça a été une naissance de ça, une reconnexion avec ça. Et aujourd'hui, ben, ouais, clairement, c'est juste magnifique de vivre tout ça. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire justement de couper des liens ou de changer de pays ou de lieu d'habitation pour pouvoir connecter avec sa présence et d'apprendre à se connaître pour retrouver cette joie de vivre? Est-ce que c'est nécessaire physiquement de se couper de l'environnement dans lequel on était avant? Ben, ce que je pense qui est important, c'est de se donner le temps, en tout cas du temps pour soi. Après, chacun va le vivre, à mon avis, de façon différente en fonction de nos contextes. Moi, évidemment, j'avais plus rien, donc tout quitter et partir, c'était facile déjà pour moi. Quand on a une famille, c'est déjà autre chose. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense simplement que ce qui est important, c'est de vraiment se donner du temps pour ça, de prendre du temps pour être avec soi, d'être à l'écoute de soi. On a tous cette sagesse intérieure qui nous guide. Donc d'une personne à l'autre, ça va être différent la façon dont ça se passe, la façon dont justement renouer avec notre joie inhérente au fait simplement d'être en vie, d'être là, va se faire de façon tout à fait différente, c'est évident. Mais on a tous la réponse du comment à chaque instant, en nous, si seulement on se pose la question en fait. Et c'est vraiment ça pour moi, ce chemin, ces 16 années de processus, j'ai envie de dire, c'est
c'était vraiment me reconnecter avec cette voix intérieure. J'ai énormément parlé à mon fils aussi pendant les premières années parce que c'était le seul rapport que j'avais, et plus je lui parlais et plus en fait je me reconnectais avec moi. C'était pas quelque chose de douloureux lui parler, puis c'était pas essayer de garder un lien. Au départ, c'était en fait il y avait un tel vide et j'étais tellement perdue et j'étais tellement seule à le vivre et il y avait personne autour de moi qui était là pour m'aider, que pour moi, garder le lien avec lui, ça a été comme si c'était mon premier enseignant, en fait. Ça a vraiment été, je lui posais des questions, j'avais des réponses. Je lui partageais tout ce que je vivais qui était difficile, je lui disais quand j'en pouvais plus, et puis boum, il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, c'était lui, mais en même temps, c'était au-delà de lui, en fait. C'était déjà me reconnecter avec ce qu'on est de plus essentiel. Parce que pour moi, quand les êtres meurent, quelque part, ils reviennent dans notre véritable nature. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien qui reste. Et du coup, ça a vraiment changé ma relation avec lui, une relation extérieure quand il était présent, une relation physique où je pouvais le prendre dans mes bras, l'embrasser, lui parler. Là, ça pouvait plus, mais la relation est devenue intérieure, c'est devenu une relation hyper intime où il vivait dans mon cœur, dans mon être, voilà, dans un invisible, mais dans cette présence en fait. Et ça a fait que à nourrir ça, ça m'a nourri de moi en fait, ça m'a permis de véritablement me reconnecter avec moi, jusqu'à ce que dans les années où je méditais énormément, je faisais beaucoup de contemplation et tout ça, c'est quasi comme s'il avait disparu de ma vie. Je ne parlais plus avec lui, je n'étais plus dans ce même rapport, ça a beaucoup changé. Ma vision de la mort a changé aussi, parce que j'ai vu que le corps disparaît, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui subsiste en fait, la présence, et le souvenir de lui et l'amour que j'avais, ça ne meurt jamais en fait. Ça c'est toujours là. Il suffisait que j'y pense, il était là. Donc ça a changé vraiment mon rapport à ça aussi. Évidemment, il n'y a plus de présence physique, je ne pourrais plus jamais le serrer dans mes bras et c'est important d'accepter ça, enfin d'accepter de voir que c'est comme ça, c'est la réalité. Mais il y en a une autre qui est tout aussi importante, c'est qu'il y a quelque chose qui est toujours là. Ça me fait penser presque à un processus alchimique, c'est-à-dire que c'est comme si son départ t'avait finalement apporté quelque chose et que tu renaissais à quelque chose de nouveau de cette fusion de vous deux. C'est très beau. Merci pour ton témoignage. Mais alors, est-ce qu'on peut s'éviter la souffrance en disant oui, plutôt oui à la vie? Est-ce qu'il y a un pas dans le vide à faire? Et est-ce qu'autour de toi, tu as sûrement rencontré des personnes qui ont vécu la même chose que toi depuis? Est-ce que des personnes souffrent davantage si elles elles résistent à cet appel de la vie, en fin de compte? Oui, moi je pense sincèrement que ce qu'il y a, c'est qu'on ne comprend pas nécessairement le processus par lequel on passe en fait. Et on a juste nos références passées, c'est-à-dire le deuil, il faut être en noir. Et c'était vraiment ce que je sentais autour de moi quand il est mort. C'était, il faut rester dans le deuil. On n'est plus que la personne qui a perdu cet enfant ou cet être cher, peu importe si c'est un parent ou un frère, une sœur, un mari, un compagnon, enfin, ou même un animal. Pour certaines personnes, c'est aussi douloureux. Et c'est tout ce qu'on connaît du deuil. Et c'est comme si aujourd'hui, il y a quasiment une invitation à voir que, mais c'est tellement plus vaste et plus large que ça. Alors, oui, bien sûr que pour moi, plus on va résister au mouvement qui nous habite, au mouvement à l'intérieur de nous, c'est-à-dire résister au fait qu'il soit plus là, résister au fait que j'ai envie de pleurer tout le temps, résister au fait que je suis en colère, résister, tout ce qui peut émerger, parce que faut quand même se dire, enfin pour moi ça a été, j'ai aucune idée de la durée, mais j'ai l'impression que c'est quand même plusieurs années assez chaotiques. Du jour au lendemain, comme ça, ou d'un moment à l'autre, je pouvais être en joie et puis me mettre en pleurs, mais j'étais dévastée. J'étais représentante pharmaceutique à l'époque, déléguée médicale, et ma voiture, elle a tout vu, quoi. Moi, c'est là que tout s'est passé. Je prenais ma voiture le matin pour aller chez un médecin, et puis je voyais un rayon de soleil, et puis c'était l'émerveillement total, et c'était magnifique, et puis ouf, il y avait
toutes des larmes qui venaient de cet émerveillement, et puis au fur et à mesure de ces larmes qui étaient vraiment de la pure beauté de la vie, subitement, je me mettais à pleurer aussi parce que mon fils il était plus là pour le voir, et puis je pourrais pas vivre avec lui, et puis j'arrivais chez le médecin, j'essuyais les larmes, j'arrivais chez le médecin, je faisais mon discours, je ressortais, et puis c'était reparti. Et c'était comme des trucs que j'arrivais pas à arrêter, c'est ingérable. Donc c'est important de savoir ça. Mais quand on n'essaye pas de faire en sorte que ce soit différent, quand on se laisse aller dans ce processus, et c'est ça qui est important, je pense, dans le deuil, c'est de se rendre compte que le processus, il se fait tout seul. C'est pas nous qui le faisons. Moi, j'ai jamais fait un deuil. Je sais pas ce que c'est, en fait, véritablement. Mais il y a quelque chose, les émotions nous habitent, et quand on les laisse nous traverser, quand on les laisse se vivre, et que quelque part on peut accompagner ce mouvement simplement en les laissant être, eh bien la souffrance est vachement moindre en fait. C'est le fait d'essayer de résister, d'essayer d'être fort, d'essayer de pas pleurer, il faut que je retourne au boulot. Non, enfin, il faut qu'on se rende compte que c'est une horreur ce qu'on vit. C'est pas dans le cours naturel des choses. Donc, du coup, évidemment, ça sort dans tous les sens. Et même si c'est pas un enfant, ça sort dans tous les sens. Quand on perd quelqu'un qui nous est cher, évidemment, ça va ouvrir une brèche. Et cette brèche va permettre éventuellement à plein d'autres deuils qui n'ont pas été faits auparavant de ressortir aussi, qui pourraient amplifier encore ce qui se vit, mais aussi à peut-être plein d'autres émotions de quand on était jeune, de quand on était petit, de quand on était plus jeune, qui n'ont pas eu l'espace pour être vécues, de ressortir aussi à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que c'est assez chaotique ce qui sort. Donc si jamais il y a des gens qui écoutent et qui sont là-dedans, savoir que c'est normal, quoi. D'un moment à l'autre, de exploser en sanglots, d'être en colère pendant des semaines, des mois, contre, je sais pas, des parents qui ont encore des enfants, par exemple, et qui ne mesurent pas la chance qu'ils ont de les avoir, d'être en colère contre le monde entier parce que simplement vous crevez de mal à l'intérieur. Tout ça sont des trucs normaux et ça peut durer plusieurs années en effet. Mais c'est vrai que plus on va permettre à ce mouvement-là d'être, moins on va souffrir. Même si ça se vit, ça va être moins souffrant. Est-ce que, selon toi, il y a une phase de pardon à vivre également, que ce soit vis-à-vis de la vie, de soi-même ou de quelqu'un qu'on estimerait peut-être responsable de la disparition de cet être cher? Oui, tout à fait. Moi, je pense que le pardon, c'est vraiment quelque chose de super important envers soi-même, de croire qu'on n'a pas fait assez, qu'on aurait pu faire plus, dû faire plus. C'est hyper important parce que pour moi, la culpabilité, elle était énorme et je crois qu'elle est très souvent présente, en tout cas chez les parents. Je ne sais pas dans les autres cas de décès, mais chez les parents, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Et donc, oui, je pense que du pardon envers soi-même, on en a énormément besoin. Mais aussi, je pense du pardon envers, en effet, d'autres personnes éventuellement impliquées, et du pardon aussi envers la personne disparue, parce que je crois qu'en fait, ça nous chamboule tellement que quelque part, peut-être même qu'on lui en veut, la personne d'être partie, parce que ça vient chambouler toute notre vie. Et donc, pour moi, le pardon, c'est véritablement voir que rien ne pouvait être différent. C'est ça le pardon pour moi. C'est quelque part s'en remettre à la vie à la vie qui est comme ça. C'est pas pardonner quelqu'un ou quelque chose qui s'est mal passé, c'est reconnaître que ça ne pouvait pas être comme autrement que comment ça s'est passé. Et donc en ça, ce qu'on voit du coup, c'est que il y a, c'est quasi, on se dit c'est pardonner quelque chose pour se rendre compte qu'en fait il n'y avait jamais rien à pardonner parce que ça ne pouvait pas être autrement. Mais l'étape de pardonner permet de venir à cette conscience que ça ne pouvait pas être autrement, qu'il n'y a jamais rien d'autre que ça qui pouvait se passer. Mais c'est super important évidemment de voir aussi ça. Merci Armelle. Alors si tu es d'accord, nous pouvons passer aux questions du public. Bien sûr, grand plaisir. Donc, merci à vous tous pour votre participation. Gaëlle demande, penses-tu, Armelle, que ton fils t'a répondu ou tu l'as interprété? Et elle fait également référence au livre Le Test de Stéphane Alix, dont vous pouvez trouver plusieurs informations sur le blog de Ceneva, puisqu'il est venu en automne dernier à Montréal. Donc voilà, est-ce que c'était un réel dialogue ou finalement c'était un dialogue avec toi-même?
Ben, à l'époque, pour moi, c'était véritablement un réel dialogue. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais que c'était un dialogue avec moi-même. Voilà, c'était quelque part, ça me permettait d'accéder à cette voix intérieure, à cette sagesse intérieure, en fait. Mais à l'époque, pour moi, c'était lui, évidemment, parce que c'était le seul sens que j'avais, en fait. C'était la seule chose que je pouvais comprendre. Et c'était vraiment ce qui m'animait à m'intérioriser. C'était ce qui m'animait aussi à me poser des questions. Le manque de lui me poussait à me poser des questions. Le manque de lui me poussait à essayer de comprendre. Le manque de lui me poussait à chercher des réponses. Et tout ça a fait que je me suis mise en chemin sans même savoir que j'étais en chemin, en fait. Euh, et du coup, a changé pas mal de choses dans ma vie. Aujourd'hui, ben, ouais, je peux clairement dire que pour moi, c'est pas lui qui reste. Et en même temps, pourtant, ben, c'était le nom qui lui était donné et, euh, et c'était doux et très soutenant de l'avoir à mes côtés. Il n'y a pas encore très longtemps, enfin, c'était pareil en fait. De temps en temps, j'ai l'impression, parce que c'est une énergie particulière que je ressens, c'est pas une énergie que je sens tout le temps, et je sens que c'était lui qui venait me parler. C'était en tout cas ce que je connaissais en tant que lui. Mais c'est pareil, enfin pour moi c'est pas important en fait, c'est le sens que ça a dans le moment, et c'est la connexion que ça apporte dans le moment. Et à l'époque, quand je lui parlais énormément, c'était hyper nourrissant pour moi, que ce soit avec lui que je parle. Les années ont passé, et puis comme je disais, quand j'étais en méditation et que je me suis vraiment reconnectée à moi-même, ben, il n'y avait plus de discussion avec lui. Il était même plus nécessairement présent dans ma vie parce que je vivais une telle joie, un tel bonheur, ben que pour moi c'était traversé, c'était évident. Et puis malgré tout, ce qui est assez comique, c'est que dans les dernières années, c'est revenu sans que je cherche quoi que ce soit, c'est revenu de temps en temps, et à chaque fois, ça m'invitait, au travers du souvenir, de son souvenir ou de ce que je connaissais comme étant sa voix, c'est venu qu'est-ce que je pourrais dire, me, me montrer certaines choses dans ma vie, me montrer des endroits où je pouvais explorer davantage, des endroits où peut-être je me retrouvais un peu dans un cul-de-sac à l'intérieur de moi, ou un peu coincé, bloqué dans un conditionnement, dans quelque chose. Et ça venait toujours m'ouvrir une porte. Et finalement, ben, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Alors, je pense que chacun doit faire en fonction de ce qui résonne pour lui et de ce qui est bon et nourrissant pour vous. Moi, je dis toujours, surtout ne me croyez pas en fait. Mais s'il y a quelque chose qui résonne et puis vous sentez que c'est nourrissant et puis ça fait écho à l'intérieur de vous, ben alors vivez-le à fond parce que ça va vous amener exactement là où vous voulez aller, quoi. Et pour moi, c'est ça le plus important finalement. Merci. Alors, une autre question. Aux anniversaires du départ, comment est-ce que tu gères? Est-ce que la douleur est toujours aussi forte d'année en année? Non, pas du tout. Je pense même qu'il y a eu peut-être quelques années où j'y ai pas pensé, en fait, où je l'ai oublié. Et mais les premières années, oui, je remarquais qu'il y avait toujours, dans les jours qui précédaient, puis les jours après, il y avait toujours une tension assez palpable. Des moments assez difficiles, j'étais beaucoup plus susceptible, même si j'étais pas triste et si je pleurais pas, si je faisais pas quelque chose de spécial, je sentais que le corps réagissait tout seul en fait, comme si toutes les cellules reconnaissaient que le moment arrivait. Et puis à la limite, c'était comme ça que je m'en souvenais. C'était ah oui, c'est bientôt en fait, parce que je sentais que j'étais susceptible, que j'étais beaucoup plus sensible ou des choses comme ça. Et mais j'ai rarement fait quelque chose aux anniversaires. Euh, oui, j'ai rarement fait quoi que ce soit à son anniversaire de naissance ou à son anniversaire de mort. Sinon, peut-être juste en parler avec ma famille, parce qu'il est mort le jour de l'anniversaire de ma sœur. Donc du coup, inévitablement, en souhaitant le bon anniversaire à ma sœur, on y pense, quoi. Mais il n'y a pas eu nécessairement de fêtes ou de choses comme ça qui ont été organisées. Merci. Nous avons Cécile qui demande si tu peux approfondir la phrase que tu as mentionnée tout à l'heure. Il ne pouvait pas en être autrement. Comment accepter la vie telle qu'elle se présente? Peut-être qu'on pourrait aussi parler de la notion de libre arbitre. Voilà, je te laisse développer.